merci de votre présence. Donc, pour faciliter aussi, on est à deux endroits, donc nous allons nommer les diapositives pour que les gens puissent suivre plus religieusement. Donc, on va attendre l'arrivée de la conférence, de la présentation. D'accord. Donc, on va se présenter en étendant. Donc, André Pelletier, je suis conseillère scientifique pour le CRDM de l'Institut national de santé publique. Et moi, Joanne Dionne, je suis conseillère en stérilisation, retraitement à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Et je vais faire la conférence avec André. Donc, débutons dans la diapo 2 et 3. Ce sont concernant la divulgation de conflits d'intérêts potentiels. Donc, Joanne Dionne et moi n'avons pas de conflit d'intérêts en lien avec cette conférence. Donc, voici l'objectif de la conférence. C'est d'appliquer les connaissances acquises sur le retraitement médicaux. Dans la diapositive 3, donc voici les termes qui seront abordés lors de la conférence, donc le contrôle et assurance de la qualité, les mises en situation, puis les réponses aux questions du webinaire du 20 novembre dernier. Donc, je cède la parole à Joanne. Alors, contrôle et assurance de la qualité, je voulais quand même revenir, on revient là-dessus sur les contrôles et l'assurance de la qualité. Lors de la formation du 20 novembre, André a fait le tour des différentes lignes directrices. Il faut qu'on se souvienne que l'assurance qualité, il y a des choses qui sont mesurables, il y a des choses aussi qui sont contrôlées tout le long du processus de retraitement, autant quand on lave, le pré-nettoyage. Ces contrôles-là sont faits sur le terrain par le personnel qui retraite. Ils ne sont pas nécessairement tous consignés, mais ce sont des contrôles qui font partie du travail et qui font partie de l'assurance qualité. Ce qui nous garantit aussi une bonne assurance qualité, c'est toute la formation du personnel, se souvenir des locaux qui doivent être adéquats, entretenus adéquatement, l'équipement, peu importe l'équipement de retraitement, et vos DM aussi doivent être entretenus de façon régulière pour avoir une bonne assurance qualité. Alors, je voulais revenir sur ces points-là. Il y a aussi la traçabilité, évidemment, qui comprend l'assurance qualité. Ce qu'on va rajouter, qu'on parle surtout présentement, c'est les contrôles mesurables. On a nos contrôles chimiques, les contrôles mécaniques, biologiques et administratifs. Donc, on a des contrôles qu'on doit quand même mesurer, quantifier et, évidemment, consigner pour assurer notre assurance qualité. Quand on parle, on va à la diapo 7. À la diapositive numéro 7, on a les qualifications de l'installation. Ici, on parle beaucoup des choses à consigner lorsqu'on va installer un nouveau stérilisateur. Un stérilisateur à la vapeur, au peroxyde, l'oxyde d'éthylène, qui est presque plus utilisé. Alors, lors de l'installation d'un appareil comme ça, il y a certaines responsabilités qui vont être partagées, soit par le fabricant, soit par l'établissement. Quand on parle de qualification de l'installation, c'est ce qui va confirmer que l'appareil, le stérilisateur, est installé et raccordé selon les spécifications du fabricant. Ce qui implique que les responsabilités du fabricant sont tout ce qui concerne l'installation matérielle du stérilisateur. Le fabricant doit fournir à l'établissement, ce qui donne la responsabilité de l'établissement, surtout le GVM, le service technique, à avoir toute la documentation nécessaire à l'installation. S'assurer que les infrastructures de l'établissement en place sont en place pour l'installation du stérilisateur et il va y avoir l'opération de requalification et de qualification qui appartient aussi à l'établissement. Toutes ces activités doivent être acceptées des deux parties. Il faut que le fabricant ait accepté les infrastructures
de l'établissement pour pouvoir installer le stérilisateur adéquatement et l'établissement doit aussi accepter les installations du fabricant pour que tout concorde lors de la mise en marche de l'appareil. Le fabricant va devoir, après l'installation de l'appareil, faire certains tests qui appartiennent au fabricant pour la mise en marche de l'appareil. Ensuite, on va parler plus de la mise en service et c'est là que on passe à la diapo suivante, qui est la diapo numéro 8, où il va y avoir les différentes qualifications. Donc, dans l'assurance qualité, on parle de qualification et requalification opérationnelle. Ce que ça veut dire, la qualification est principalement faite lors de l'installation de l'appareil. À partir du moment où le fabricant a terminé sa mise en service, nous avons à faire la qualification de l'appareil. Dépendant de l'appareil, les tests vont varier. Si on parle de la vapeur, si c'est un stérilisateur à vapeur à vacuum qui va faire un prévide préalable, on va devoir faire les fameux 3 tests bioéthiques qu'on connaît et les 3 tests biologiques. Si c'est un stérilisateur à gravité, ça va être seulement les 3 tests biologiques, toujours à vide. Si c'est d'autres types de stérilisateurs, souvent la qualification va être suggérée beaucoup par le fabricant, comment faire nos qualifications dans l'établissement. Mais vous avez les normes qui se rattachent aux différents types de stérilisateurs qui vont vous dire comment les tests à faire pour la qualification. Quand on parle des qualifications opérationnelles, ça va être le même type de test, mais dans une autre occasion. Donc, le stérilisateur est déjà en place, est déjà fonctionnel. Il y a peut-être eu un arrêt pour quelques jours parce qu'il y a eu des réparations dans la salle où le stérilisateur était, ou il est déplacé, on rénove, on déplace le stérilisateur, ou on déplace pour une autre raison. Alors, à ce moment-là, il faut encore le requalifier. Il y a aussi, lors des différentes modifications de l'appareil, un changement majeur. On va changer le contrôle entier électronique du stérilisateur. On va changer des pièces majeures qui peuvent changer la part de la vapeur dans le stérilisateur. Ça aussi, ça va demander une requalification. Toutes les pièces qui impliquent l'alimentation de la vapeur dans le stérilisateur, qui peuvent modifier la vapeur, vont demander une requalification complète. Les tests de requalification complète sont toujours les mêmes, comme pour la qualification. 3 tests bioéthiques suivis de 3 tests biologiques ou 3 tests biologiques si c'est un stérilisateur à gravité. Si c'est pour d'autres types de stérilisateurs, habituellement, le fabricant va vous dire les tests de requalification à faire. Et vous avez toujours la norme, la Z314-23 pour la stérilisation chimique ou à basse température qui vont vous parler des tests de requalification. Quand on parle de l'autre type de contrôle qui est la qualification du rendement, là, on va regarder ce que le stérilisateur, avec les spécificités qu'il a et de la façon dont il est installé, est capable de faire le rendement auquel on s'attend, mais avec soit des dispositifs, un paquet test, ou avec une charge la plus complexe possible pour être certaine que le rendement est adéquat de la part du stérilisateur. Alors ça, c'est la qualification de rendement. La surveillance régulière de la qualité de la stérilisation, ça, c'est vos tests de routine que vous faites à tous les jours sur vos différents types de stérilisateurs. Si on parle de la surveillance des cycles prolongés, dans la Z314.3, sur la vapeur, la stérilisation efficace à la vapeur, qui est d'ailleurs sortie en anglais, là, 2014, la section 8 traite de la surveillance des cycles prolongés. Ce qu'a dit, en partie, en fait, en résumé, souvent, les cycles prolongés qui sont proposés par les fabricants d'EDM, vu que les EDM viennent de l'Europe, on arrive avec des cycles prolongés. Souvent, on peut commencer par communiquer avec le fabricant. Parce que souvent, on va leur parler que nous, c'est nord-américains, et ils ont des documents, les compagnies, qui nous disent qu'on peut utiliser nos cycles standards nord-américains pour stériliser ce type d'EDM. Sinon, la norme explique vraiment les différents contrôles qu'on doit faire, soit avec des simulateurs pour avoir le type de cycle prolongé exact. Tout ça, dans notre assurance qualité, si on fait tous ces tests-là qui sont mesurables et quantifiables, ils doivent être consignés. Donc, on va consigner nos tests, on va consigner tous nos modes opératoires aussi. Ça nous prend des preuves dans notre assurance qualité. Fait que nos modes opératoires, nos procédures, nos façons de fonctionner doivent être par écrit. Ça peut être électronique aussi si vous avez un système de traçabilité, mais ça peut être par écrit. Et tous vos résultats d'essais de qualité doivent être par écrit aussi. On a tous nos registres, toutes les stérilisations, les charges de stérilisation qu'on fait. On doit les garder, on doit les écrire et les garder. Et les résultats de tous nos tests de stérilisation aussi. À la diapo numéro 9, on continue avec les types de registres. Ça, c'est des types de registres
Mais il peut y avoir d'autres registres dépendant de ce que vous faites dans vos choses de retraitement. C'est des exemples qu'on a mis, les écarts quotidiens des tests de stérilisation, si vous faites une analyse d'écart de vos tests, les registres de vos cycles, si vous faites de la pasteurisation, ça doit être gardé. Et maintenant, un tout nouveau aussi, avec la Z314.8, vos enregistrements imprimés de vos cycles de lavage dans vos laveurs désinfecteurs doivent être eux aussi consignés et conservés. Tous vos registres de DM qui sont désinfectés à haut niveau doivent être consignés et gardés. Vos registres de traçabilité, si vous n'êtes pas électronique et vous les faites papier. Tous les registres de tests de contrôle de qualité des différents DM. Exemple, il y a des dispositifs, comme en Scopie, où on doit faire des tests de conductivité des câbles, aux tests de fuite pour ces mêmes choses-là. Les entretiens périodiques que vous faites sur certains instruments, certains DM. Soit aussi, ça doit être consigné et gardé. Évidemment, les registres de rappel de charge, l'ordre de rappel, le rapport de rappel, les registres de rapport d'incident-accident, ça c'est assez évident. Et tout ça doit être conservé un maximum de 10 ans, conservé 1 an dans l'établissement même. Après, ça peut aller dans un autre établissement, dans un entreposage. L'interprétation et action en cas d'échec d'indicateurs chimiques. Bon, les indicateurs chimiques, on en a externes, on en a internes. Et évidemment, ces indicateurs-là, même si tous nos indicateurs vont nous confirmer qu'un paquet est stérile, si un de ces indicateurs-là ne fait pas le travail, ne répond pas à son résultat adéquat, eh bien, automatiquement, le paquet ne sera plus jugé stérile. Donc, si vous avez un indicateur chimique dans une charge qui n'a pas réagi au stérilisant, automatiquement, vous devez retirer ce paquet. Il peut en avoir peut-être un endroit de la charge, peut-être le reste de la charge va être adéquat, mais il faut quand même vérifier à ce moment-là qu'est-ce qui a pu se passer. Est-ce que les paquets ont été mal placés? Est-ce que c'est un ruban indicateur qui était d'un autre lot, qui avait été, exemple, au peroxyde? Certains rubans indicateurs qui sont exposés à la lumière peuvent être erronés comme résultat. Fait qu'il faut quand même faire une analyse poussée. S'il y en a plus d'un dans la charge, il faut vraiment avoir un doute sur la qualité de la stérilisation de cette charge-là. Ça se pourrait qu'on soit obligé de tout reprendre. Dans le doute, on est peut-être mieux de reprendre. Les indicateurs à l'intérieur des paquets aussi, c'est sûr, lors de l'ouverture du paquet, si on se rend compte qu'il y a un indicateur qui n'a pas répondu à ce qu'on doit s'attendre comme réponse lors de la stérilisation, évidemment, ce paquet-là doit être retiré. Il serait peut-être bien de vérifier à ce moment-là si d'autres paquets de cette même charge-là ont réagi de la même façon. S'il y en a plus de 2, il faudrait vraiment retirer toute cette charge-là pour être certain qu'on ne passera pas des paquets qui ne seront pas stérilisés adéquatement. Dans le cas de l'interprétation et l'action en cas d'échec d'indicateurs biologiques, on va le voir un petit peu plus loin, pour l'indicateur de détection d'air, le fameux test bioéthique, ce que la norme nous dit habituellement, si après un test bioéthique dans un stérilisateur de type prévide, à vacuum, si le test bioéthique n'est pas concluant, on reprend le test. Parce qu'il y a toujours quand même le doute qu'il peut y avoir une erreur de l'opérateur. L'erreur est humaine, on peut s'être trompé pour X raison. Ça peut être le paquet test qui peut tout simplement peut avoir un défaut. Alors, on reprend notre test bioéthique. Si le test bioéthique est bon, ben là, c'est correct, on peut servir le stérilisateur. Si jamais le deuxième test bioéthique ne répond pas non plus aux résultats escomptés, il faut vraiment mettre le stérilisateur hors service et le faire vérifier par un technicien. On passe à la mise en situation 1, qui est le rappel de matériel stérile à risque. Donc, la lecture finale de l'indicateur biologique d'une charge stérilisée à la vapeur s'avère positive. Vous constatez que de cette charge, un caisson contenant des implants d'orthopédie a été livré au bloc opératoire avant la lecture du résultat du test, car il s'agissait d'un cas d'urgence. Donc, la charge est sortie, elle était au refroidissement, on a fait incuber notre test biologique, mais on a été obligé de libérer un des caissons d'orthopédie qui contenait des implants parce que le bloc opératoire en avait besoin. Donc, ils l'ont pris. Donc, après un certain temps, dépendant du type d'indicateur que vous avez, votre lecture est positive. Donc, votre charge est toujours à l'URDM, sauf le paquet qui est au bloc opératoire. Première question. Quelles sont les étapes de rappel de charge qu'on va effectuer? Diapo numéro 14. On commence par examiner les paramètres du cycle. Bon,
Évidemment, si les paramètres du cycle, de toute façon, ils auraient dû être examinés à la sortie de la charge, mais par contre, on va quand même faire une deuxième vérification, on va vérifier nos paramètres du cycle. C'est sûr qu'à partir de là, si les paramètres ne sont pas bons, il n'y a pas de doute, c'est sûr qu'il y a un problème avec le stérilisateur. Il va falloir vérifier nos choses. Et on va se préparer à peut-être faire un éventuel rappel sur le lot qu'on a à l'URDM et qui est problématique. Le lot qu'on a, où le test biologique était positif, ce lot-là, c'est certain qu'il faut le reprendre. Parce que le test est positif, on ne peut pas prendre de chance à ce niveau-là. C'est peut-être un vrai positif. Alors, comme il y a un doute, on reprend entièrement cette charge-là. Okay? Et on va donner le rappel du caisson qui était sorti au bloc opératoire. Lui, il faut le rappeler aussi. Peut-être qu'il n'a pas été utilisé. Peut-être qu'ils ont eu le temps de l'utiliser aussi. Si c'est le cas, bien là, évidemment qu'au bloc opératoire, il va y avoir un rapport d'incident-accident. Le chirurgien va être informé et il va prendre des décisions en conséquence avec le comité de prévention des infections et la gestion des risques. On va aussi également compiler les résultats et procéder au rapport de rappel de ce caisson. Parallèlement à ça, du côté du stérilisateur, on doit refaire un autre essai de stérilité avec un paquet test biologique du même lot que le test dont le résultat était positif. La norme ne spécifie pas. Ça doit être un cycle à vide ou avec du matériel. Par contre, si on le fait avec un cycle à vide, le défi pour le test biologique va être beaucoup plus petit qu'avec du matériel dans la charge. Donc, c'est préférable probablement de faire notre test avec un lot qui contient du matériel. Évidemment, on ne prendra pas du matériel qu'on a besoin rapidement et du matériel plus critique. Mais on va quand même faire une charge qui peut correspondre à une charge normale dans la journée, qui n'est peut-être pas trop compliqué à reprendre s'il y a un problème. Donc, avec une charge pleine, on fait un deuxième test biologique. Si le deuxième test biologique est encore positif, non, on va commencer par le négatif, c'est plus vite. Donc, à la fin du cycle, si les paramètres du cycle sont évidemment acceptables, on va faire incuber notre deuxième test biologique. S'il est négatif, le matériel de cette deuxième charge va pouvoir être libéré. Il n'y a aucune autre charge qui ne devra être appelée. Le stérilisateur pourra être utilisé. Mais il ne faut pas oublier que la première charge avec le test biologique positif a été complètement retraitée. On passe à la diapo 15. Par contre, si à la fin du cycle, même si les paramètres de cycle sont bons, à la lecture finale, le résultat du test biologique est positif, il faut vraiment ordonner le rappel de toutes les charges. Donc, toutes les charges qu'on a faites jusqu'au dernier résultat négatif de test biologique qu'on avait eu. Comme on ne fait pas nécessairement nos tests biologiques à chaque charge, ça peut impliquer quand même plusieurs charges. Il faut informer tous les services impliqués en envoyant l'ordre de rappel afin qu'il soit complété par tous. Mettre le stérilisateur hors service et faire un appel de service pour le faire vérifier par un technicien compétent. Il faut compléter les résultats et procéder au rapport de rappel. Compléter un rapport d'incident-accident si certains de ce matériel-là a été utilisé. La diapo numéro 16, la question 2. Quels seront les tests de requalification effectués sur le stérilisateur fautif après que le technicien ait complété la vérification de l'appareil? S'il s'agit d'un stérilisateur à élimination dynamique de l'air, donc à vacuum, comme quand même la plupart de nous avons, il faut effectuer 3 essais de détection d'air, donc 3 tests boédiques consécutifs dans un stérilisateur à vide, suivi de 3 essais de stérilité avec un dispositif de procédé d'essai à indicateur biologique. Je vais changer la diapo, excusez-moi, je ne t'ai pas avancé. Diapo suivante. Suivi de 3 essais de stérilité avec un dispositif indicateur biologique consécutif dans un stérilisateur à vide. Si un échec survient dans un des 6 essais, évidemment, il faut faire revérifier l'appareil, ne pas le remettre en service. Et après cette vérification-là, on devra refaire nos 6 essais. Si les résultats de tous les essais sont concluants, on peut remettre le stérilisateur en fonction. S'il s'agit, la diapo suivante, d'un stérilisateur par gravité, évidemment, il n'y aura pas d'essai de détection d'air parce que le stérilisateur fonctionne par gravité et c'est la vapeur qui va pousser par gravité l'air résiduel dans la chambre et non un vide préalable. Il faut donc seulement effectuer les 3 essais de stérilité avec un dispositif de procédé d'essai, indicateur biologique consécutif dans un stérilisateur à vide. Évidemment, si un échec survient dans un des 3 essais, on va encore refaire et vérifier le stérilisateur et reprocéder
à la requalification avec les 3 essais de tests biologiques. Et si tous les résultats sont concluants, on peut remettre le stérilisateur en fonction. On est à la diapo numéro 20. Achat et évaluation du DM. Bon, je ne sais pas si ça vous est arrivé. Moi, ça m'arrive assez régulièrement, et probablement dans beaucoup d'hôpitaux, de recevoir à l'URDM un dispositif pastérilisé qui est soit nouvellement acheté, ou en évaluation, ou en prêt, et c'est pour le lendemain, mais on n'est pas informé du tout qu'il y avait eu une évaluation ou qu'il y avait eu un appel d'offres ou que c'était en voie d'être acquis. Donc, on n'est pas au courant du tout des façons de le procéder et il faut trouver ça la journée même. C'est pas facile, donc je vous suggère de faire une procédure claire, écrite et connue de tous. Ce qu'il faut surtout retenir aussi, c'est lors de l'achat d'un dispositif médical réutilisable, le milieu de soins doit confirmer que ce dispositif est adéquatement homologué au Canada, qui provient d'un distributeur agréé et qui respecte les normes canadiennes. À noter que les dispositifs qui n'ont pas été conçus pour un usage médical, donc qui n'est pas de grade médical, ne doivent pas être stérilisés pour soigner des patients. Habituellement, ce qui fait que s'il n'y a pas de grade médical, vous n'aurez jamais d'instruction écrite du fabricant de comment le retraiter. Ces lignes-là que je vous donne viennent de la norme sur le retraitement des dispositifs médicaux exigeants générales, la Z314.0. Diapo numéro 21. Donc, avant d'acheter ou d'essayer, ou même de recevoir un prêt, les décisions relatives au DM doivent être prises en collaboration avec tous les représentants des services qui sont impliqués. Ceux qui l'utilisent, ceux qui le retraitent, ceux qui vont avoir à entretenir ces dispositifs, le milieu de soins aussi qui vont l'avoir. Et donc, ça comprend, entre autres, évidemment, l'URDM, le service des achats, la salle d'opération ou les services qui utilisent les dispositifs, le service de gestion des risques pour être impliqué, le service de prévention et contrôle des infections, le service de santé et de sécurité au travail. Il peut y avoir des dispositifs qui peuvent être complexes, qui peuvent être lourds, qu'il faut regarder au niveau de l'ergonomie. Les services de soutien, si tel est le cas, les services environnementaux, si on parle de, si vous tenez vraiment à vous acheter un nouveau stérilisateur oxyde d'éthylène, il faudra qu'eux soient impliqués. Évidemment, le génie biomédical. Diapo numéro 22. On stipule ici que dans le cas des dispositifs difficiles à retraiter, les dispositifs ayant des composants tranchants ou pointus, des lumières étroites, il y a des dispositifs qui sont assez complexes, qui fonctionnent avec un courant électrique pour suturer en même temps, pour cauteriser en même temps qu'ils vont couper. Et ça fait que ça peut être assez difficile à nettoyer. Moi, j'ai des dispositifs chez nous là, qui sont un peu problématiques, qui sont en évaluation et c'est assez problématique à ce niveau-là. Donc, une telle décision devrait être prise en consultation avec le personnel du milieu de soins et vos gens qui vont vous aider là-dedans dans le dossier. C'est les gens de la prévention et contrôle des infections, les gens de la gestion des risques. Autant pour le risque aux patients parce qu'on n'arrive pas à le retraiter, il est trop complexe, il est trop compliqué, autant aussi pour le personnel qui risque de se couper et de se blesser en essayant de retraiter ou nettoyer ces choses-là. Ce que la norme dit, c'est d'essayer de privilégier, évidemment, si le dispositif existe, à l'usage unique. Diapo numéro 23. Ce qu'on dit ici, c'est que le milieu de soins, il devrait obtenir du fabricant les instructions visant le retraitement du dispositif, indiquer au moins ce qu'exige la norme Z de 17664. C'est une norme qui existe et qui donne toute l'information de ce que les fabricants se doivent de fournir à l'utilisateur en termes de retraitement. Tous les renseignements doivent provenir sous forme imprimée ou en format électronique. C'est assez courant qu'on va se faire dire par les représentants, ça fait à vapeur comme d'habitude. Mais à vapeur comme d'habitude, ça peut impliquer ça peut être assez différent d'un département à l'autre et surtout d'un dispositif à l'autre. Ça peut être un support électronique aussi. Les renseignements et instructions fournis par le fabricant doivent être conservés dans un endroit où il est facile d'accès et être mis à jour au besoin. Évidemment, il va falloir soit établir une procédure, les instructions du fabricant pour le personnel et leur mettre tout ça, évidemment, à leur disposition.
Diapositive numéro 24. Aussi, avant d'acheter ou d'évaluer un nouveau dispositif, on devrait passer en revue les instructions du fabricant pour confirmer que nos modes opératoires de retraitement, de désinfection et de stérilisation recommandés soient complets et conformes au niveau du retraitement requis, compte tenu de l'installation, l'utilisation prévue du dispositif. Par exemple, ça se peut que votre établissement, malgré les lignes directrices, tout ça, décide de stériliser ces bronchoscopes. Bien, il est bien évident de s'assurer lors de l'évaluation des bronchoscopes qu'ils sont stérilisables et comment ils sont stérilisables. S'ils sont stérilisables seulement à l'oxyde d'éthylène et que votre département, votre RDM, n'a plus d'oxyde d'éthylène ou a décidé de suivre les lignes directrices et de ne faire que 2 charges par semaine, vous ne pourrez pas utiliser votre bronchoscope à tous les jours. Donc, il faut vraiment évaluer ces choses-là et regarder ça. C'est nécessaire d'obtenir du fabricant la confirmation écrite que les instructions ont été validées. Il m'est déjà arrivé, c'était pas un dispositif, mais c'était quand même un appareil de retraitement pour irriguer des endoscopes. Et quand c'était acheté, alors on l'a installé, et quand j'ai demandé la programmation du cycle, validée par le fabricant, il m'a dit, je n'ai pas de validation, je mets les temps que le département veut avoir. Fait qu'en partant, c'était un petit peu louche. J'ai aussi demandé les tubulures de raccord pour l'irrigation des endoscopes reliés à son appareil. Est-ce que lui en vendait? Non. Il dit que vous pouvez prendre vos tubulures. Fait que je lui demandais comment il avait validé son appareil. Il ne l'avait pas validé. Fait que l'appareil était déjà acheté. Fait que c'est pas toujours évident, ces choses-là. C'est pas mal mieux de le demander lors de l'appel d'offres ou lors de l'évaluation, un coup installé. Le milieu de soins devrait veiller à ce que les conditions de retraitement ayant servi à la validation utilisée par le fabricant sont comparables aux conditions d'utilisation du dispositif dans le milieu de soins. Il faut que ça, s'il a fait sa validation dans une circonstance qui est complètement le laboratoire et qui ne reflète pas du tout la réalité, ça se peut qu'il ne soit pas performant dans notre réalité à nous. Habituellement, les validations de retraitement sont faites avec une inoculation de biologique pour vérifier que c'était bien tué après. Mais si ce n'est pas fait comme ça ou selon les règles, ça se pourrait qu'on n'arrive pas à un retraitement adéquat. Diapositive numéro 25. Il faut que leur instruction soit claire, mais vise le dispositif particulier que vous avez. Il n'est pas rare aussi de recevoir des instructions générales des grosses compagnies. Et là, ils nous disent, c'est notre façon de retraiter pour nos dispositifs. Par contre, vous avez devant vous un dispositif qui s'articule, qui se démonte. Ce n'est pas expliqué dans leur ligne générale. Il n'y a pas de photo comment le démonter. Ce n'est pas écrit non plus comment le remonter ou ne pas le remonter. Et tout ce qu'ils nous donnent, c'est leurs données générales. Fait que ça, il faut exiger plus parce que ce n'est pas assez clair. Ce que je viens de dire, évidemment, indique clairement les pièces à démonter, fournissent les instructions de démontage ou de remontage au besoin, y compris les illustrations. Contiennent des instructions qui visent le nettoyage, le type de stérilisation ou le niveau de désinfection requis et les paramètres des cycles. Les paramètres des cycles sont importants. Souvent, par exemple, pour vous rassurer, les paramètres qui nous donnent, on a quand même, on peut fonctionner. Il y en a qui vont stériliser à vapeur à 132 degrés Celsius pendant 4 à 5 minutes ou à 135 pendant 3 minutes. Souvent, ils vont nous donner des choix comme ça, des marges à respecter. Souvent aussi, vous allez remarquer, ils vont nous donner, mettons, 132, 4 minutes, mais si vous lisez un petit peu plus loin, des fois, ça va être écrit petit, que les cycles standards utilisés dans vos établissements peuvent être aussi utilisés. C'est important de bien lire parce que souvent, c'est écrit pour les compagnies. Fait qu'on n'est pas obligé nécessairement de modifier nos cycles pour ça. Diapo numéro 26. Ils peuvent être mis en application compte tenu des ressources du milieu. Il faut qu'on puisse le retraiter aussi. Des fois, il y a des dispositifs qui sont tellement complexes que ça va prendre beaucoup de temps juste au nettoyage. Si c'est un dispositif qui peut vous prendre jusqu'à 30 minutes de pré-nettoyage, un trempage, un brossage, ultrason, encore trempage, brossage, ultrason, 4-5 fois avant d'en venir au laveur des contaminateurs, mais là, ça vous prend une ressource qui ne fait que ça pendant 1 heure. Des fois, c'est impossible. Donc, on n'a pas nécessairement les ressources pour faire un retraitement comme ça. Fait que
ce dispositif-là n'a pas été validé dans une réalité. C'est peut-être mieux de passer à autre chose qui va être plus facile à retraiter. C'est important de regarder ça. Les contrats d'achat servant au retraitement doivent être rédigés en consultation directe avec le personnel du milieu. Donc, impliquez-vous dans les contrats d'achat. Arrangez-vous pour être au courant quand il y a juste une idée d'un chirurgien qui voudrait essayer quelque chose. Il faut qu'on soit mis au courant au moment où il y a l'idée, pas au moment où le dispositif arrive pour le lendemain parce qu'il veut essayer son matériel. Il faut vraiment qu'on soit mis au courant au début pour être certain qu'on s'en va vers les bonnes choses. Soit conforme aux utilisations prévues du dispositif, il ne faut vraiment pas se gêner pour dire nos besoins lors des évaluations, lors des achats, lors des appels d'offres, de dire le besoin qu'on a de ce dispositif-là pour qu'il réponde à nos attentes lorsqu'on va l'avoir. Précise si le dispositif est immersible ou non. Évidemment, là, on s'en va dans les définitions de retraitement claires qu'on veut avoir du représentant. Pas du représentant, oui, entre autres, mais je veux dire du fabricant. Il faut savoir s'il est immersible ou pas. Des fois, il est immersible, mais il y a des bouchons à mettre, des connecteurs à protéger. Indique quel produit détergent on doit utiliser, l'appareillage nécessaire au nettoyage et l'entretien adéquat du DM. Il y a des entretiens à faire. Diapo numéro 27. Il y a des compagnies qui nous donnent des limites en termes de nombre de retraitements. Et c'est important de les connaître et de les respecter. Exemple, il y a certains masques laryngés qui vont avoir un maximum de 40 utilisations. Bien, ces masques-là, quand on les reçoit, on a une carte d'identification. Chaque masque laryngé va avoir son numéro de lot et on va suivre avec la carte pour chaque retraitement pour s'assurer de ne pas dépasser la limite. Donc, c'est important que le fabricant, s'il vous donne un maximum de retraitement, puisse vous fournir le support qui vient avec. Concerne les instructions relatives à l'entretien et au retour au fabricant pour la réparation aux besoins. C'est important que le fabricant vous informe comment retourner le dispositif s'il est brisé. Exemple, certains endoscopes qui sont brisés, qu'on ne peut pas retraiter de la façon habituelle. Comment les retraiter, les rendre sécuritaires pour le retourner au fabricant pour faire la réparation. Diapo numéro 28, je vous ai tout mis le texte parce que personnellement, j'ai souvent des questions, soit par courriel ou on m'appelle pour me dire c'est où que c'est écrit qu'on ne peut pas mettre de ruban sur les instruments. Bien, c'est écrit là, c'est dans la nouvelle norme, la Z314.0. Avant, ce n'était pas nécessairement écrit comme ça, noir sur blanc. Il fallait un petit peu lire entre les lignes, donc des fois, on ne veut pas lire entre les lignes. Donc, le marquage des dispositifs doit être approprié au dispositif et effectué conformément aux instructions du fabricant du dispositif de marquage. Ce qui arrive souvent, lorsque vous achetez des DM neufs, vous pouvez demander à ce qu'il les identifie. Il y a souvent un maximum de caractères, mais vous pouvez demander ce que vous voulez dessus. Et habituellement, c'est gratuit à l'achat. Ça vaut vraiment la peine de le faire, même si vous n'avez pas de système de traçabilité à l'instrument présentement. Ça ne coûte pas cher de le faire à l'achat et il sera déjà identifié quand vous procéderez à la traçabilité par instrument. Donc, je vous ai toutes mis la note pour votre information. Diapositive numéro 29, la dernière. Donc, si les instructions sont imprécises, incomplètes ou inadéquates, ne soyez surtout pas gênés pour les exiger. Et si le fournisseur ne peut pas vous les... Moi, ça m'est déjà arrivé que je ne voyais pas l'heure d'avoir les instructions précises. Quand j'ai commencé à leur parler que j'étais en droit d'appeler Santé Canada pour dire que ce fournisseur-là ne pouvait pas me sortir les instructions précises, mais ça n'a pas été trop long que finalement, ils me les ont trouvées, les instructions. Je les ai reçues, les instructions. Donc, ils existaient. Donc, quand on leur montre qu'on est au courant de comment ça se passe de leur côté, bien, ils sont un petit peu plus conciliants. Et si jamais ils ne peuvent pas vous les fournir, on vous a mis les numéros, le site, tout ça, pour pouvoir... c'est important de déclarer ces situations-là. Je vous laisse pour la mise en situation numéro 3, qu'André va vous donner. Donc, concernant la mise en situation, on va parler au niveau de la présence d'eau dans les plateaux. Donc, que ce soit un plateau d'orthopédie, n'importe quel plateau, donc un peu pour vous orienter. Vous donner les actions à prendre. Donc, dans la première, dans la diapo numéro 31, donc la première question, est-ce que l'humidité qui pénètre les paquets stériles ne transportera pas de micro-organismes à l'intérieur des paquets parce qu'ils sont déjà stériles? La réponse est faux. Donc, l'eau retrouvée dans le plateau est considérée contaminée et non.
Donc, la présence d'eau vient de la condensation du plateau, soit à la période de séchage dans le stérilisateur ou la période de refroidissement. Dans la diapo numéro 32, donc la question 2, que feriez-vous si vous recevez un appel d'un utilisateur à la salle d'opération mentionnant qu'il a ouvert un plateau avec présence d'eau? Qu'est-ce qu'on doit lui dire? Donc, on doit lui dire que le plateau est contaminé, qu'il ne doit pas l'utiliser, qu'il doit le retourner à l'URDM, qu'il soit retraité de nouveau. Puis, on doit, à l'URDM, lorsqu'on reçoit ça, on doit vérifier la charge, le numéro de charge du plateau pour faire des vérifications des autres paquets qui faisaient partie de cette charge-là. Donc, vous allez retrouver dans la nouvelle norme, la Z314.3-14, celle qui vient d'être publiée à la fin de l'été. Donc, elle dit que si on retrouve plus de 2 paquets de la même charge ayant de l'eau à l'intérieur, on doit rappeler toute la charge et suivre notre procédure de rappel. Donc, le rappel, tout à l'heure que Joanne a parlé. Donc, en plus, on doit vérifier aussi les charges suivantes et s'il n'y a pas d'eau dans les paquets suivants. Concernant la diapo numéro 33, donc c'est quoi les mécanismes de prise en charge d'un plateau avec la présence d'eau? Donc, c'est quoi l'information que je dois aller évaluer? Donc, concernant l'emballage, donc de voir est-ce que sa masse maximale là, qui est recommandée selon les normes, est-ce qu'elle dépasse? On sait que au niveau de lors d'un emballage ou d'un plateau, les DM ne doivent pas peser plus que 7 kg. Au niveau des contenants rigides avec les dispositifs, ça ne doit pas dépasser 10 kg. Est-ce que je respecte par rapport au niveau de ce plateau-là? Est-ce que son contenu est trop dense? Est-ce que sa répartition aussi des DM à l'intérieur du plateau respecte les instructions du plateau? Est-ce que ce plateau-là, j'ai fait un essai de performance? C'est important de cette performance-là afin de garantir que le dispositif médical ou l'ensemble répond aux normes de stérilité avant son utilisation. Quand je dois faire cet essai-là, c'est avant tout nouveau dispositif médical que je mets en circulation, avant tout dispositif médical qui est emprunté, que c'est la première fois, donc c'est la première fois que je fais l'objet d'essai dans l'établissement, ou s'il y a des changements qui sont apportés au paquet, aux enveloppes ou à la configuration de la charge, je devrais faire toujours ces essais de performance-là. Comment je fais ça? C'est placer des indicateurs biologiques et chimiques aux endroits où la stérilisation est plus difficile à effectuer dans le plateau. Donc, concernant les jeux d'instruments, bien souvent, on va les mettre aux extrémités du plateau et parmi les instruments. Donc, on doit s'attendre que par la suite, que ces indicateurs-là, après la stérilisation, que ces indicateurs-là, que l'indicateur chimique doit avoir été succès et qu'on puisse aussi incuber et lire les indicateurs biologiques qui sont conformément qui répondent aux directives du fabricant. Donc, on doit aussi inspecter le contenu du dispositif pour déterminer s'il est humide. On sait que si le contenu est humide, bien, on doit répéter l'essai en prolongeant peut-être la durée de phase de séchage dans le stérilisateur. Si, lorsqu'il y a toujours présence, après avoir augmenté la durée de séchage, bien, là, on doit éliminer ce plateau-là. Donc, on doit aviser le responsable, puis on peut diviser ce plateau-là en deux, puis là, on refait nos essais pour s'assurer que tout est conforme rattaché à ça. Donc, il y a ça pour ça. Au niveau puis aussi de toujours vérifier aussi au niveau de la préparation du plateau, l'emballage, est-ce qu'il était trop serré ou trop lâche aussi? Est-ce que les DM aussi qui sont à l'intérieur, si j'ai des DM avec des cavités, est-ce qu'ils ont été bien asséchés avant l'emballage? Donc, c'est toutes des choses à regarder. Au niveau du chargement et fonctionnement du stérilisateur, donc on doit s'assurer d'avoir suivi les instructions du fabricant du stérilisateur et celui de l'emballage. Donc, la taille et le type des paquets, je viens de vous en parler. La taille et le type de la charge du stérilisateur. Ça aussi, c'est très important à regarder pour voir si j'ai bien respecté les principes. Est-ce que le paquet qui était placé sur le chariot du stérilisateur, il doit, de manière à favoriser la pénétration puis l'évacuation de l'agent stérilisant. Donc, s'il n'est pas bien placé, bien, mon agent a de la misère à entrer puis il a de la misère à sortir aussi.
si j'ai une charge mixte, bien, si, par exemple, j'ai des ensembles textiles, bien, ils devraient être placés en haut. Si j'ai des ensembles métal, ils devraient être placés en bas. Donc, éviter aussi de comprimer les paquets aussi. Éviter aussi d'empiler les contenants rigides, sauf s'il provient du même fabricant et puis que ce dernier l'autorise. Parce qu'on sait que de se rappeler que cette technique souvent augmente le poids et la densité de la charge à stériliser. Souvent, ça peut permettre une mauvaise circulation de l'agent stérilisant et de l'évacuation de cet agent-là par la suite. Donc, il faut aussi regarder aussi la qualité de la vapeur. Donc, est-ce que ma qualité de vapeur, elle est bonne? Elle devrait se situer dans les normes normales autour de 97 %. Si elle est trop, s'il y a trop d'eau dans ma vapeur, bien, je peux avoir une problématique rattachée à ça. Donc, il est important de regarder ça. Est-ce que, au niveau de ma qualité de vapeur, est-ce que mon alimentation de la chaudière, de l'eau contient trop de gaz aussi, indodensable, qu'on appelle qu'il y a trop d'air à l'intérieur? Est-ce que mon traitement de l'eau qui a affecté le niveau de ce gaz-là? Est-ce que ma chaudière est mal entretenue? C'est des questions qu'on peut poser au niveau des services techniques. Est-ce que j'ai une mauvaise isolation des conduits de vapeur? Est-ce que j'ai un mauvais fonctionnement du clapet de vidange, etc.? Donc, ça, c'est d'autres choses à d'autres niveaux qu'on peut regarder. Quand on a déjà regardé notre emballage, notre chargement qui est adéquat, bien, on peut aller vers la qualité de la vapeur par rapport à ça. Donc, et après ça, on peut regarder aussi le déchargement du stérilisateur, la période de refroidissement. Est-ce que je respecte mon temps de données? Est-ce qu'après, à la fin, une fois que mon cycle est terminé, bien, je dois ouvrir la porte qui doit être fermée et demeurer entrouverte? Au moins un minimum 5 minutes, tout dépendant de la génération du stérilisateur que j'ai. Plus que j'ai un ancien stérilisateur, plus que de la difficulté à évacuer correctement, donc je dois attendre. Aussi, ça dépend aussi des conditions aussi au niveau dans l'environnement, parce qu'éviter les changements brusques de température et plus particulièrement l'exposition à l'air froid qui pourra créer de la condensation et surtout, bien, ça ramène au niveau de la contamination. Donc, de bien s'assurer pour ça. Donc, allons à la diapositive numéro 4. C'est la mise en situation au niveau de toute la procédure à suivre en présence d'un taux humidité. Je vous dirais que pourquoi qu'on doit, que c'est important d'élaborer une procédure en présence d'humidité excessive, bien, ça va vous permettre, afin d'assurer des soins sécuritaires aux usagers en tout temps, d'éviter des annulations des chirurgies au bloc opératoire qui est relié à un taux d'humidité excessif, de déterminer les lignes de conduite dans lesquelles où le taux d'humidité dépasse les standards de pratique recommandés. Ça permet aussi de fournir une ligne de conduite pour déterminer quand une chirurgie devrait être annulée dû à un risque potentiel de contamination des dispositifs médicaux stériles, une augmentation aussi de la croissance microbienne à l'intérieur des salles d'opération. Puis aussi, ça permet aussi de minimiser les pertes financières résultant de la disposition des fournitures médicales stériles ou du retraitement des dispositifs médicaux contaminés reliés à l'événement. Donc, on vous informe que le taux d'humidité dans un local d'entreposage de matériel stérile au bloc opératoire est de 60 %. Que faites-vous? C'est important dans votre politique de bien de savoir qu'est-ce qu'on forme comme comité de gestion, qui on met dans notre gestion de crise. Donc, on doit impliquer la direction, le service utilisateur du dispositif, le service technique, le service de l'APCI, la gestion des risques et l'URDM. Donc, on doit s'attendre que chacun a des responsabilités concernant à chacun de ses intervenants. Donc, on doit aussi évaluer les causes probables. Est-ce que c'est à cause d'un bris d'équipement qui est localisé, qui est généralisé? Est-ce que c'est à cause d'une surcharge du système, qu'on doit faire un délestage si besoin? Donc, on doit aussi évaluer le délai prévu avant la remise en fonction du système, ce qui est très important. On doit collaborer avec les gens du service technique, de savoir quand est-ce que ce système-là va revenir à la normale. Donc, pour qu'on puisse mettre nos actions rattachées à ça.
Par la suite, on doit évaluer aussi l'impact de la situation, donc la sécurité des patients. Est-ce qu'on maintient nos dispositifs qui sont conformes, qui se maintiennent stériles, ou on a des doutes parce qu'à cause qu'on a une présence qui est excessive, puis là qu'on a des paquets qui deviennent mouillés, puis qu'on a un rôle, une décision à prendre. Aussi la sécurité du personnel, parce que si on arrive dans un bloc opératoire où on a un taux d'humidité qui est excessif, c'est très difficile à travailler rattaché à ça. Tout le déroulement des activités, donc est-ce qu'on prend la décision de maintenir ou de suspendre des activités, donc rattachées à ça. Donc, aussi d'évaluer la vulnérabilité de la décision. Donc, ça permet de déterminer le niveau de conformité à la norme avant l'événement. Donc, quelles sont les mesures qui doivent être prises pour réduire un minimum la contamination du milieu. Cette évaluation va vous permettre d'évaluer votre niveau de tolérance face à des situations. Concernant la diapo numéro 38, donc les critères de conformité du local d'entreposage. Donc, avant de prendre des décisions, il faut savoir qu'est-ce qu'on a avant. Est-ce que c'est conforme ou est-ce que mes critères sont faibles, élevés ou sont modérés? Donc, pour à la suite, que je puisse prendre des décisions qui sont bien. Donc, est-ce que mes pratiques en PCI pour le lavage des mains sont respectées? Est-ce que mon local est à accès limité? La circulation est-il limitée dans ce local-là? Est-ce que le local est fermé? Est-ce que le local ne contient que du matériel propre et stérile? On ne devrait pas avoir des boîtes d'expédition dans ce local-là ou des boîtes de carton. Le local est suffisamment vaste pour éviter l'écrasement ou l'endommagement des paquets. Est-ce que l'humidité relative est surveillée? Est-ce qu'elle est enregistrée et examinée de manière continue, au moins une fois par jour? Donc, est-ce qu'elle se maintient entre 30 et 60 Donc, est-ce que mes conditions avant l'événement étaient correctes? Donc, dans la diapo numéro 39, la ventilation est-elle conforme? Donc, est-ce que j'ai mes 4 changements d'air par heure? Est-ce que je suis en pression positive? Est-ce que je maintiens ma température entre 20 et 23 degrés avec mon taux d'humidité relative entre 30 et 60 Est-ce que mon local est propre et le nettoyage est fait quotidiennement? Est-ce que la méthode de rangement est conforme? Est-ce que j'ai suffisamment de place, que mon emplacement est vert pour éviter l'écrasement ou l'endommagement des paquets? Est-ce que les supports de rangement, les tablettes et armoires sont propres et faits de matériel recommandé? Par exemple, est-ce que mes tablettes du haut et du bas sont obligatoirement et doivent être pleines et se trouvent au moins à 25 cm du sol, 45 cm au niveau du plafond, puis 5 cm au niveau des murs extérieurs. Est-ce que ma gestion du premier arrivé et premier sorti, elle est respectée? Est-ce que à chaque fois, j'inspecte visuellement tout l'emballage de façon routine? Est-ce que la personne qui vient chercher ce matériel-là doit avoir au moins des contrôles de qualité pour s'assurer qu'est-ce que mes indicateurs biologiques, mes indicateurs chimiques sont bien là, sont bien identifiés et ont bien passé? Est-ce que mon paquet dans la diapositive numéro 40, est-ce que l'inspection tactile des paquets, donc de s'assurer que, est-ce que je détecte des paquets mouillés? Est-ce que mon indicateur de charge, comme je vous disais, est utilisé pour assurer le suivi des paquets? Y a-t-il des méthodes de gestion pour les paquets peu utilisés? C'est important de vérifier les dates de péremption, mais c'est important aussi lorsque ça passe de se positionner, de dire est-ce qu'il est toujours utilisé ou je pourrais le mettre à côté si je n'ai besoin. Lorsque je n'aurai besoin, bien, je vais le faire retraiter et non de le faire retraiter parce que c'est une surcharge pour les gens au niveau de l'URDM. Les types d'emballage et le scellement des paquets sont conformes à la norme. Donc, c'est important de savoir vos types d'emballage utilisés avant l'événement pour savoir, on sait que les pochettes de stérilisation sont plus fragiles que les paquets, donc c'est important de s'assurer pour ça. Aussi, toutes les méthodes de gestion pour les méthodes d'enregistrement de charge et conforme permet un rappel en cas de problématique.
Donc, aussi, aucun ventilateur portatif ne devrait être utilisé dans cette zone d'entreposage. S'il est utilisé, bien, vous devrez vraiment sortir tous les paquets avant cette utilisation-là. Dans la diapositive numéro 41, donc, c'est toutes les données présentes au moment de l'évaluation. Donc, votre niveau de conformité avant l'événement. Donc, qu'est-ce qu'on vient de voir, les critères de conformité du local. Est-ce que ça se situe faible, moyen, élevé? Votre temps d'exposition à une unité relative entre 60 et 70. Donc, est-ce que le délai est plus de 24 heures ou moins de 24 heures pour vraiment vous donner vos actions? Le délai en remise en fonction du système, quand est-ce que ce système-là va revenir correctement? Puis l'effet, est-ce que j'ai un effet d'humidité qui est visible sur les paquets? Est-ce que j'ai un effet aussi d'humidité visible sur les murs? Hein? Donc, ça va nous permettre les actions à prendre rapidement. Concernant d'établir un seuil de tolérance et d'élaborer un plan d'action. Donc, c'est selon les causes de problématiques, donc je dois entreprendre des mesures correctives, selon le bris généralisé, bris localisé ou le surcharge du système. Donc, je dois évaluer si c'est possible de transférer ces plateaux-là stériles dans un autre local propre avec des conditions qui sont plus favorables. D'évaluer aussi la possibilité de conserver des plateaux à l'URDM ou à un autre endroit. De prévoir aussi que le matériel nécessaire que pour les urgences en salle d'opération ou autre matériel qui est jugé qui est nécessaire. Donc, il va falloir augmenter les horaires de distribution. Il faut aussi d'évaluer la possibilité de faire du délestage en climatisation. Donc, c'est pour ça qu'il est important d'impliquer les services techniques pour dire, bien, voici, est-ce que vous pouvez prendre dans un autre secteur puis le ramener dans ce secteur-là, qui est un secteur qui est privilégié. Attaché à ça. Donc, d'augmenter aussi la surveillance et l'observance par l'effet d'humidité. Donc, on devrait vérifier si les paquets sont mouillés, hein, au niveau visuel. Est-ce que les paquets sont abîmés ou décolorés? Donc, c'est important de voir. Est-ce que les étiquettes et les segments sont décollés? Est-ce que mon ruban chimique se décolle? C'est des indices ça, au niveau de la présence d'humidité sur les paquets. D'augmenter aussi la surveillance, de faire un monitoring continu de l'humidité. Donc, on se dit que lorsqu'on a une présence de plus de 60 %, on devrait regarder pendant 24 heures de temps. Donc, on doit s'assurer qu'il n'y ait pas de suintement, qu'il n'y ait pas de gouttelettes d'eau, qu'il n'y ait pas d'odeur d'humidité rattachée à ça. Dans la diapo numéro 44, donc on doit établir la durée, l'intensité en conditions défavorables. On sait qu'une exposition de 85 % d'humidité en quelques heures est plus dommageable que 60 % en plusieurs jours. Donc, nos actions ne sont pas les mêmes. Faire une rotation qui est optimisée des paquets, donc le premier entrée, premier sortie, comme je vous disais. Les paquets peu utilisés devraient être identifiés et retraités aux besoins. Puis, en conditions très défavorables, donc la gestion vraiment des plateaux à partir de l'URDM doit synchroniser avec les étapes, avec les activités qui sont hospitalières. Donc, on doit tolérer jusqu'à 70 % d'humidité à condition que le stockage des plateaux est conformément avant l'épisode défavorable. Donc, c'est important d'avoir notre évaluation avant. En présence d'un taux d'humidité supérieur à 70 %, bon, on dit que à la condition que le storage des plateaux était conforme avant cet épisode-là. Donc, on doit vérifier vraiment qu'il n'y ait pas de présence d'indices visuels ou tactiles d'humidité. Si les mesures dans les 24 heures prochaines qui montrent encore d'humidité qui est supérieure à 70 %, bon, on doit procéder à une évaluation de risque. Donc, je vous dirais, dans les 24 heures, vous avez le temps de réagir, de dire, je prends ce matériel-là et je l'emmène dans un autre endroit qui est avec les conditions qui sont favorables pour éviter de jeter tout votre matériel. Donc, vous devez vérifier le niveau de conformité du milieu d'entreposage, la durée d'exposition, puis les matériaux d'emballage des dispositifs. Donc, de connaître vraiment le type d'emballage qui est utilisé parce que souvent, au niveau des enveloppes qui sont en papier, donc de savoir, il y en a de plus en plus qui sont résistants puis qui ont une résistance aussi avec un temps d'exposition qui sont de plus de 48 heures. Donc, de connaître votre inventaire au niveau de vos emballages. Dans la dispo numéro 46, donc en tout temps en présence d'un taux d'humidité supérieur à 70 % et que les emballages présentent des indices
visuels ou tactiles d'humidité, on ne doit pas les utiliser. On doit les réemballer, le contenu, puis les faire stériliser. Donc, si on doit utiliser, par exemple, un ventilateur comme aide, on doit transférer tout ce matériel-là à l'extérieur de cette pièce. Donc, dans la diapo numéro 47, donc, la gestion de risque doit contenir aussi la nécessité de procéder à des chirurgies en urgence. Donc, on doit faire cette évaluation en collaboration avec le service de la PCI et de la gestion des risques. C'est important. Pourquoi? Pour prendre une décision concernant au niveau du risque qui est associé au niveau versus les bénéfices pour les usagers. Donc, nous allons enchaîner avec les réponses. Oui. Est-ce qu'on continue? C'est 14h30. Oui, d'accord. On va continuer avec les réponses qui ont été envoyées au webinaire du 20 dernier. Donc, concernant la première question, avez-vous une procédure pour les déversements d'oxyde d'éthylène? En fait, la procédure devrait être établie par votre établissement. C'est ça. Ça devrait être établi par l'établissement dans les guides de mesures d'urgence de l'établissement. Par exemple, moi, dans mon établissement, c'est le code brun pour les déversements d'un produit. Dans la norme Z314.2 sur la stérilisation efficace à la vapeur, à l'article 6.8, on en parle. Il y a le SIMDUT qui est relié à l'oxyde d'éthylène qui va expliquer quoi faire, mais habituellement, ça doit vraiment être fait par la procédure qu'il y a à l'URDM, c'est de faire le code d'urgence pour lancer le code de déversement de produits dangereux et c'est supposé d'être établissement. L'autre, c'est peut-on travailler sans épi au secteur souillé lors d'une manipulation propre, comme par exemple le séchage manuel d'un DM? Bien, moi, je dirais que la réponse est non. L'épi est fait pour protéger jusqu'à la fin du procédé. Exemple, si vous êtes en train de sécher un DM qui était canulé, puis il n'est pas propre, bien, les souillures vont sortir de la canule. Fait que si vous n'êtes pas bien protégé, vous pourriez en recevoir sur vous. Donc, on reste habillé avec les épis jusqu'à la fin du retraitement. La question de la diapo numéro 50. Dans notre CSSS, nous sommes présentement en période d'essai d'un nouveau produit enzymatique dont le nom commercial est Pritland. Bon, ce produit est vaporisé sur les surfaces des instruments. En fait, on en vient à la question, que ce soit plus rapide. Est-ce que la technique d'utiliser un pré-nettoyage avec un vaporisateur pour le retraitement, est-ce que cette technique est considérée acceptable et recommandée? Évidemment, ce n'est pas l'idéal, mais dans un endroit où on n'a pas possibilité de faire un pré-nettoyage dans un trempage, dans un bac avec un enzyme, oui, à condition qu'on l'applique de la bonne façon. Ce qui est important de faire, c'est un gel, c'est une mousse. Et il sert à garder, à commencer à détruire, dénaturer les protéines et tout ce qu'il y a dans le sang. Donc, les souillures doivent être gardées humides avec ça. Pour que les souillures restent humides avec la mousse ou le gel, il ne faut pas oublier de mettre un linge humide par-dessus les instruments pour garder tout ça bien humide pour ne pas que ça sèche jusqu'au transport à l'URDM. Cette technique, par contre, ne remplacera pas le pré-trempage, pré-nettoyage qui devra être effectué adéquatement à l'URDM. L'autre question était, quand on parle de pré-nettoyage au point de service, c'est ça? Oui. Ce n'est pas dans une, c'est évidemment pas dans une salle où il y a une procédure stérile en cours, n'est-ce pas? Bien, évidemment pas. Habituellement, en effet, seulement lorsqu'il n'y a pas de procédure et qu'il n'y a pas non plus de clients d'usage, on pourrait faire un pré-nettoyage dans la salle où il y a eu une intervention. Ce n'est pas l'idéal. On va éviter le plus possible les aérosols. Ce qu'on pourrait faire aussi, un porte-bac de trempage qui se ferme hermétique avec une solution enzymatique. On doit quand même changer régulièrement, où on pourra déposer les instruments pour transporter rapidement à l'URDM. C'est quand même une procédure qu'on pourrait faire aussi. Il y a toujours aussi l'utilisation du gel ou de la mousse de pré-trempage qu'on parlait à la dernière question, qu'on pourrait utiliser sur nos instruments, les couvrir d'un linge humide et les transférer rapidement. L'autre question, la lubrification peut-elle être faite au secteur propre? Oui, elle peut être faite au secteur propre, mais pas de la même façon qu'on peut le faire au secteur souillé. Parce que malgré tout, même si on a un cycle de laveur désinfecteur avec un cycle de lubrification à la fin,
Lors de l'inspection des instruments qui sont articulés, ça peut arriver qu'ils soient difficiles à manier et qu'il y ait besoin d'une lubrification de plus. Donc, il existe des aérosols où on peut pouvoir refaire une lubrification des charnières. Par contre, il faut faire attention pour enlever le surplus et bien l'assécher par la suite. Il y a aussi certaines pièces à main où la technique est vraiment demandée par le fabricant après le lavage de injecter le lubrifiant à l'intérieur de la pièce à main et de les mettre debout pour les laisser égoutter. On ne le fera pas du côté du secteur souillé parce qu'ils vont se recontaminer avec les aérosols qui sont dans l'air du côté souillé. Donc, on va le faire du côté propre. J'en profite pour vous rappeler, pour ceux qui n'ont pas de laveur désinfecteur avec une étape de lubrification et qui fonctionne avec des bacs de lubrifiant du côté souillé. Pour faire la bonne dilution du produit avec l'eau, recommander aussi la bonne qualité de l'eau avec des bacs propres, fermés, et on doit changer cette solution souvent parce que c'est un très grand bouillon de culture. Est-ce que j'ai le temps pour l'autre? Quels éléments doivent être répertoriés dans le registre de retraitement s'il y a une étape de pré-nettoyage effectuée dans un secteur? Doit-on faire suivre le renseignement de traçabilité? En fait, bon, si vous le faites papier et que vous avez l'habitude de faire et là, avec les différentes étapes, vous pourriez cocher au bloc et faire suivre la feuille avec les instruments. Par contre, l'étape de pré-nettoyage, le contrôle de qualité du pré-nettoyage se fait automatiquement à la réception à l'URDM. Si le pré-nettoyage n'a pas été fait, c'est visible à l'œil nu parce que les instruments vont être souillés de temps. Donc, le contrôle de qualité se fait là quand même, comme je en avais parlé au début dans l'assurance qualité. Par contre, c'est sûr qu'il va falloir que le pré-nettoyage soit vraiment documenté par traçabilité pour tout ce qui est système endoscopique. Un endoscope que le pré-nettoyage n'a pas été fait, c'est une étape cruciale qu'on ne peut pas sauter. Il n'est pas nécessairement visible à la réception du côté du retraitement. Il y a des questions qu'on avait déjà reçues d'avance. Je ne sais pas si on a le temps de répondre aux questions qu'on nous a formulées présentement. Il est 40. Oui, c'est ça. Donc, pour les questions par courriel, donc les questions qui ont été sont maintenant envoyées, on va vous les répondre par courriel. Donc, vous allez toutes les recevoir. Un envoi global. Un envoi global. Donc, inquiétez-vous pas, on va répondre à vos questions pour ça, parce que le temps est comme on a dépassé l'heure prévue. Donc, pour la prochaine formation en ligne, qui est prévue pour le processus d'audit en lien avec le retraitement des dispositifs médico-critiques, qui va être le 15 janvier 2015, donc aux mêmes heures, de 13h30 à 14h30. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez l'envoyer à mon lien au niveau de l'adresse qu'il y a. Excusez-moi, on va changer la diapo, excusez. Donc, on espère que vous avez... Diapo numéro 53 pour le groupe. Donc, on espère que vous avez aimé la formation. Donc, à bientôt et passez de joyeuses fêtes et on se revoit l'année prochaine. Bonjour tout le monde.